Les pavés humides du quartier Goutte d'Or brillaient sous la lueur vacillante des réverbères à gaz, créant des reflets sinistres dans les flaques d'eau sale qui parsemaient les ruelles étroites. L'odeur âcre du charbon se mêlait à celle, plus subtile, mais persistante, de la pauvreté qui suintait des murs noircis des immeubles décrépits. Dans cette atmosphère oppressante de la belle époque parisienne, où les rêves de grandeur se heurtaient à la dure réalité des classes laborieuses, une ombre se mouvait silencieusement entre les habitations misérables. Jeanne Weber, 30 ans, avançait d'un pas assuré dans la rue Marcadet, son châle noir serré autour de ses épaules étroites. Ses yeux, d'un bleu délavé comme les eaux troubles de la Manche qu'elle avait connues dans sa Bretagne natale, scrutait les façades lépreuses avec une attention particulière. Ses mains, qu'elle gardait soigneusement cachées dans les plis de sa robe de laine grossière, tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'une excitation qu'elle peinait à contenir. Le visage de Jeanne portait les stigmates d'une existence difficile. Ses pommettes saillantes trahissaient des années de privation, tandis que ses lèvres, perpétuellement pincées, semblait avoir oublié le goût du sourire depuis longtemps. Pourtant, quand elle croisait le regard des mères de famille qui rentraient de leurs courses au marché de la Chapelle, elle savait composer un masque de compassion maternelle qui trompait même les plus méfiantes. « Bonsoir, Madame Jeanne », lui lança Marie Delacroix, une blanchisseuse aux mains rougies par la lessive qui portait un panier de linge humide. « Comment vont vos petits ?» Le visage de Jeanne se figea imperceptiblement avant qu'elle ne retrouve son expression de douceur feinte. « Mes enfants me manquent terriblement, Marie. Depuis que j'ai perdu mes 2 petits anges, la diphtérie, vous savez, c'est pourquoi je trouve du réconfort à m'occuper des enfants des autres. Cela apaise ma douleur. » Marie hocha la tête avec compassion, ignorant complètement que les anges de Jeanne n'étaient pas morts de maladie, mais sous l'étreinte mortelle des mains de leur propre mère. « Vous êtes une sainte, Madame Jeanne. Ma belle-sœur Blanche me dit que vous l'aidez beaucoup avec ses petites. » Un sourire glacial effleura les lèvres de Jeanne. Blanche Weber, l'épouse de son beau-frère Charles, était effectivement devenue l'une de ses proies favorites. Cette femme naïve et épuisée par les grossesses successives faisait une confiance aveugle à sa belle-sœur, cette veuve endeuillée qui se dévouait si généreusement pour les enfants du quartier. « Les petites Georgette et Suzanne sont adorables », murmura Jeanne, ses yeux se voilant d'une lueur étrange. « Je les aime comme si elles étaient miennes. » Pendant qu'elle échangeait ces banalités avec Marie, son esprit était déjà en train de planifier. Dans l'appartement exigu de Blanche, rue du Faubourg Poissonnière, dormaient 2 petites filles, Georgette, 18 mois, aux boucles blondes comme les blés, et Suzanne, 2 ans, dont les yeux noisettes pétillaient d'innocence. Demain, Blanche devrait se rendre au marché aux Halles pour son travail de marchande de légumes. Elle laisserait ses filles aux soins attentifs de tante Jeanne, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois serait différente. Cette fois, Jeanne avait senti l'appel irrésistible qui montait en elle, cette pulsion qui la prenait comme une fièvre et ne la lâchait qu'après avoir été assouvie. C'était un besoin physique, presque charnel, de sentir la vie s'échapper sous ses doigts, de voir s'éteindre lentement la flamme dans des yeux d'enfant. L'origine de cette compulsion remontait à son enfance à Quérity-Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Jeanne avait grandi dans une masure de pierre brute, battue par les vents marins, où l'alcool de son père Pierre et les cris de sa mère Françoise résonnaient quotidiennement contre les murs humides. À 8 ans, elle était déjà responsable de ses frères et sœurs plus jeunes, les calmant quand ils pleuraient, les berçant quand ils avaient peur des orages qui venaient du large. C'est là qu'elle avait découvert ce pouvoir étrange qu'elle avait sur eux. Un jour, son petit frère Louis, alors âgé de 3 ans, n'arrêtait pas de pleurer à cause d'une poussée dentaire. Jeanne l'avait pris dans ses bras et, presque instinctivement, avait placé ses mains autour de son cou fragile. Pas pour lui faire du mal au début, juste pour le rassurer. Mais elle avait senti sous ses doigts les battements rapides du pouls, avait vu les yeux de Louis s'écarquiller, puis se voiler progressivement. Elle avait relâché sa prise juste à temps. Louis était tombé dans un sommeil profond, si paisible que leur mère avait cru à un miracle.
Jeanne a le don pour calmer les enfants, avait-elle dit à ses voisines. Cette phrase avait marqué le début d'une réputation qui suivrait Jeanne toute sa vie. À présent, dans les rues sombres de Goutte d'Or, cette même Jeanne avait perfectionné sa technique. Elle savait exactement où et comment exercer la pression pour provoquer une perte de conscience rapide, puis la mort, tout en laissant des traces si ténues que même les médecins les plus expérimentés ne pouvaient déterminer la cause exacte du décès. Ces méthodes étaient d'une simplicité diabolique. Elle commençait toujours par gagner la confiance absolue de sa victime, la berçant, lui chantant des comptines bretonnes de son enfance. Puis, quand l'enfant était détendu et somnolent, elle plaçait délicatement ses pouces sur les artères carotides, juste sous les oreilles, et exerçait une pression progressive. Les petites mains tentaient bien de repousser les siennes, mais Jeanne était plus forte, et elle murmurait des mots doux pour apaiser la panique grandissante. « Chut, mon petit ange, dors maintenant, tante Jeanne est là. » L'évanouissement survenait généralement au bout de 15 à 20 secondes, mais Jeanne ne s'arrêtait pas là. Elle maintenait la pression encore 30 secondes, parfois plus, jusqu'à ce que le corps de l'enfant devienne complètement mou. Alors seulement, elle relâchait son étreinte et attendait, observant avec une fascination morbide les derniers tressaillements de la vie qui s'échappaient. Le plus troublant était l'expression qui envahissait alors le visage de Jeanne. Toute trace de la femme soumise et endeuillée disparaissait, remplacée par quelque chose de primitif et de terrifiant. Ses yeux, habituellement ternes, s'illuminaient d'une lueur sauvage, et ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement, comme si elle savourait chaque instant de cette agonie silencieuse. Après le décès, elle recomposait minutieusement la scène. Elle plaçait le corps de manière naturelle, comme si l'enfant s'était simplement endormi. Parfois, elle provoquait de légers désordres pour simuler des convulsions. Elle savait que la médecine de l'époque était encore balbutiante en matière de diagnostic post-mortem, surtout quand il s'agissait de très jeunes enfants dont la mortalité infantile restait dramatiquement élevée. En regagnant sa chambre meublée de la rue Mira, Jeanne croisa son reflet dans la vitrine d'un magasin fermé. L'image qui lui renvoyait la faisait sourire intérieurement, celle d'une veuve respectable, pieuse et dévouée, qui avait trouvé sa vocation dans le soin aux enfants des autres. Personne ne pouvait soupçonner que sous cette façade se cachait une prédatrice qui avait déjà fait plusieurs victimes et qui en préparait d'autres. Car Jeanne avait déjà tué ses propres enfants, bien sûr, Marcel et Pierre, morts officiellement de convulsions et de fièvre scarlatine, mais aussi d'autres, dans d'autres villes, sous d'autres identités. À Courbevoie, elle avait été Madame Moulinet, gouvernante dévouée. À Villedieu, elle s'était fait appeler Madame Charpentier, nourrice expérimentée. Chaque fois, le même scénario. Des enfants qui mouraient mystérieusement sous ses soins, des familles éplorées qui la remerciaient de ses efforts pour sauver leurs petits. Arrivée devant son immeuble, elle gravit lentement l'escalier de bois grinçant qui menait à sa chambre au 3e étage. L'odeur de choux bouillis et de linge humide imprégnait les murs décrépits, mélange typique des habitations ouvrières parisiennes du début du siècle. Sa chambre était spartiate, un lit de fer, une commode bancale, une cuvette ébréchée et une petite table sur laquelle trônait une bouteille d'alcool de menthe et un chapelet. Jeanne s'assit sur le bord de son lit et contempla ses mains à la lueur de la chandelle. Ses mains qui avaient tant donné la mort, qui connaissaient si bien l'anatomie fragile des enfants, qui savaient exactement où et comment frapper pour tuer sans laisser de traces évidentes. Elle les retourna, observant les lignes de sa paume comme une cartomancienne aurait pu le faire, cherchant peut-être dans ses tracés l'explication de sa nature monstrueuse. Demain, elle retournerait chez Blanche. Elle aiderait cette pauvre femme épuisée à préparer le petit déjeuner des enfants, à les habiller, à les coiffer. Elle jouerait avec elles, leur raconterait des histoires, les ferait rire. Et puis, quand le moment serait propice, quand Blanche serait partie et que les petites seraient fatiguées de leur jeu, Jeanne souffla la chandelle et s'allongea tout habillée sur son lit. Dans l'obscurité de sa chambre, elle pouvait entendre les bruits de la ville qui ne dormait jamais vraiment.
les sabots des chevaux de fiacre sur les pavés, les cris lointains des noctambules, le sifflement du vent dans les cheminées. Mais par-dessus tout, elle entendait déjà les battements de cœur affolés de ses prochaines victimes. Le quartier de Goutte d'Or continuait à vivre sa vie nocturne, ignorant qu'en son sein rôdait un prédateur d'une espèce particulière. Car Jeanne Weber n'était pas une simple criminelle poussée par la cupidité ou la vengeance. Elle était quelque chose de plus rare et de plus terrifiant. Une tueuse en série qui trouvait dans la mort des enfants une satisfaction que rien d'autre ne pouvait lui apporter. Et demain, cette satisfaction allait à nouveau être comblée. Le 2 avril 1905, rue du Faubourg-Poissonnière. L'aube se levait péniblement sur Paris, chassant les dernières ombres de la nuit d'entre les immeubles serrés du quartier. Dans l'appartement de Blanche Weber, au 2e étage d'un immeuble délabré, l'agitation matinale avait commencé dès 5 heures. Blanche, une femme de 28 ans aux traits tirés par les maternités répétées et le travail épuisant, tentait de préparer ses 2 filles pour la journée qui l'attendait. « Georgette, ma chérie, laisse ta sœur tranquille », murmura-t-elle en soulevant la fillette de 18 mois qui tentait de tirer les cheveux de Suzanne. La petite Georgette avait hérité des yeux bleus de son père et de cette curiosité dévorante propre aux tout-petits. Suzanne, de son côté, à 2 ans, commençait à affirmer son caractère avec cette détermination obstinée qui amusait et exaspérait tour à tour sa mère. L'appartement était exigu, une pièce principale qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon, une chambre pour les parents et un réduit où dormaient les enfants. Les murs, jadis blanchis à la chaux, avaient pris une teinte grisâtre avec les années, et l'humidité laissait ses traces sombres dans les angles. Malgré la pauvreté évidente des lieux, Blanche s'efforçait de maintenir une certaine propreté, et quelques fleurs séchées dans un pot en terre cuite tentaient d'égayer l'atmosphère. Charles Weber, le mari de Blanche et frère de Jeanne, était parti avant l'aube pour son travail à l'usine métallurgique de Saint-Denis. Cet homme de 35 ans, aux mains calleuses et au dos déjà voûté par des années de labeur, n'était pas bavard, mais il aimait profondément sa famille. Il ignorait tout des véritables intentions de sa sœur envers ses enfants, voyant en elle une femme brisée par le chagrin qui trouvait du réconfort dans l'amour qu'elle portait aux petits. Un coup léger fut frappé à la porte. Blanche, qui finissait de lasser les bottines de Suzanne, leva les yeux vers l'horloge accrochée au mur. 7 heures précises. Elle sourit malgré sa fatigue. « C'est tante Jeanne, mes trésors. Elle vient vous tenir compagnie pendant que maman va au marché. » Elle ouvrit la porte et découvrit Jeanne, impeccablement vêtue d'une robe noire simple mais propre, ses cheveux châtains tirés en un chignon strict, un petit panier d'osier au bras. Son visage affichait cette expression de douceur mélancolique qui lui avait valu la confiance de tant de mères dans le quartier. « Bonjour, ma chère Blanche, » dit Jeanne en embrassant sa belle-sœur sur les joues. « Comment vont mes petites chéries ce matin ?» Georgette, qui avait appris à reconnaître cette voix, tendit immédiatement ses bras potelés vers sa tante. Jeanne la souleva avec des gestes d'une tendresse apparente, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour du petit corps tiède. « Elle vous adore littéralement », observa Blanche en enfilant son manteau. « Parfois j'ai l'impression qu'elle vous préfère à moi. »« Allons donc », répondit Jeanne en berçant doucement l'enfant. « Une mère ne se remplace jamais. Mais peut-être que mon expérience avec mes propres enfants me donne un don particulier pour comprendre les petits. Cette mention de ces enfants décédés était calculée. Jeanne savait que cela renforçait l'image de femme tragique et dévouée qu'elle cultivait soigneusement. Dans l'esprit de Blanche, une mère qui avait perdu ses enfants ne pouvait que chérir ceux des autres avec encore plus de ferveur. « Vous êtes un ange, Jeanne. Sans vous, je ne pourrais jamais assurer notre subsistance. Charles fait ce qu'il peut, mais avec les prix qui augmentent sans cesse. » Blanche s'approcha de ses filles pour leur faire ses adieux. Elle embrassa tendrement Suzanne, qui s'accrochait à sa jupe, puis déposa un baiser sur le front de Georgette, toujours dans les bras de Jeanne. « Soyez sage avec tante Jeanne. Maman sera de retour pour le déjeuner. » Après le départ de Blanche, l'appartement sembla soudain plus silencieux.
Seuls résonnaient les bruits de la rue qui filtraient par la fenêtre mal isolée, les cris des marchands ambulants, le claquement des sabots sur les pavés, les conversations des ménagères qui partaient faire leurs courses. Jeanne posa Georgette sur le sol et observa les deux petites filles avec cette attention particulière qu'un prédateur porte à ses proies. Suzanne jouait avec une poupée de chiffon usée, murmurant des mots incompréhensibles dans ce langage secret que connaissent les enfants. Georgette, elle, explorait l'appartement avec cette démarche encore incertaine des tout-petits qui découvrent le monde. « Alors, mes petites, » dit Jeanne d'une voix suave, « qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ?» Elle sortit de son panier quelques jouets simples, une balle de tissu coloré, un hochet en bois, quelques images découpées dans des journaux. Les fillettes se précipitèrent avec des cris de joie, et pendant 1 heure, Jeanne joua effectivement avec elles, leur racontant des histoires, les faisant rire avec des grimaces amusantes. Un observateur extérieur aurait vu une scène touchante, une tante aimante, s'occupant avec dévouement de ses nièces. Mais si cet observateur avait regardé attentivement les yeux de Jeanne, il aurait peut-être décelé quelque chose de troublant dans son regard. Une attention trop intense, une fixation presque hypnotique sur les petits coups fragiles, sur la pulsation visible des veines sous la peau transparente. Vers 10 heures, Suzanne commença à montrer des signes de fatigue. Elle se frotta les yeux, bâilla et finit par s'allonger sur le petit tapis qui servait d'aire de jeu. Jeanne s'approcha d'elle et commença à lui caresser doucement les cheveux. « Tu es fatigué, mon petit cœur. Tante Jeanne va te chanter une berceuse. » Sa voix prit une intonation hypnotique, tandis qu'elle entonnait une mélodie de son enfance bretonne. « Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite, Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. » Ses mains continuaient leurs caresses, mais progressivement, elles se déplacèrent du front vers les tempes, puis vers le cou de la fillette. Suzanne, à demi endormie, ne résistait pas. Au contraire, elle semblait apprécier cette attention, ce contact rassurant. C'est alors que Jeanne sentit monter en elle cette sensation qu'elle connaissait si bien. Ce frisson d'excitation qui commençait dans le creux de son estomac et remontait le long de sa colonne vertébrale. Ses pupilles se dilatèrent légèrement. Sa respiration devint plus courte. Le moment était venu. Ses doigts trouvèrent naturellement leur position de chaque côté du cou de Suzanne. Elle pouvait sentir sous la peau fine le battement régulier du pouls, ce rythme de vie qu'elle s'apprêtait à interrompre définitivement. Lentement, très lentement, elle commença à exercer une pression. Suzanne ouvrit les yeux, d'abord surprise plus qu'alarmée. Mais quand la pression augmenta, ses petites mains se portèrent instinctivement vers celles de Jeanne, tentant de les écarter. Un gémissement faible s'échappa de sa gorge. « Chut, ma chérie !» murmura Jeanne, son visage maintenant transformé par une expression de concentration intense. « N'aie pas peur, tante Jeanne est là, tout va bien se passer. » Mais Suzanne se débattait maintenant, ses jambes donnant des coups désordonnés. Ses yeux, agrandis par la terreur, fixaient ceux de Jeanne avec une incompréhension totale. Comment cette femme qui jouait avec elle quelques minutes plus tôt pouvait-elle lui faire du mal? Jeanne augmenta la pression. Elle savait exactement comment procéder pour éviter les marques trop visibles. Ses pouces pressaient les artères carotides, tandis que ses autres doigts maintenaient la tête de l'enfant. Il fallait être précise, méthodique. Trop de force et il y aurait des ecchymoses révélatrices. Pas assez et l'enfant pourrait survivre et témoigner. Les mouvements de Suzanne se firent plus faibles. Ses paupières papillonnaient, ses lèvres prenaient une teinte bleuâtre. Jeanne se pencha plus près, étudiant chaque détail de cette agonie, gravant dans sa mémoire ces instants où elle détenait le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Soudain, un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Des voix se rapprochèrent de l'appartement. Paniquée, Jeanne relâcha sa prise. Suzanne reprit sa respiration dans un râle douloureux, toussant et pleurant faiblement. Les pas s'arrêtèrent à l'étage inférieur. Fausse alerte, mais le charme était rompu. Jeanne regarda Suzanne qui tentait de reprendre ses esprits, encore sonnée par ce qui venait de se passer. La fillette la fixait avec des yeux où se mêlaient la terreur et la confusion. « Maman !» articula péniblement Suzanne. «
Je veux maman ». Jeanne réalisa qu'elle devait agir vite. Si Suzanne racontait ce qui s'était passé à sa mère, même avec le vocabulaire limité d'un enfant de 2 ans, cela pourrait éveiller des soupçons. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Avec des gestes qui semblaient tendres, mais étaient en réalité déterminés, elle reprit Suzanne dans ses bras. « Ma pauvre chérie, tu as fait un cauchemar. Tante Jeanne va te consoler. » Cette fois, elle procéda différemment. Au lieu de s'attaquer directement au cou, elle pressa son avant-bras contre la gorge de l'enfant, simulant un geste protecteur, tout en bloquant progressivement les voies respiratoires. Cette méthode était plus lente, mais laissait encore moins de traces. Suzanne, affaiblie par la première tentative, ne put offrir qu'une résistance limitée. En quelques minutes, ses mouvements cessèrent complètement. Jeanne maintint la pression encore 30 secondes, puis vérifia l'absence de pouls. C'était fini. Elle déposa délicatement le corps sur le tapis, arrangeant les membres dans une position naturelle. Puis elle porta son attention sur Georgette, qui avait assisté à toute la scène sans vraiment comprendre ce qui se passait. La petite fille de 18 mois babillait joyeusement, insouciante du drame qui venait de se jouer sous ses yeux. Mais Jeanne était maintenant dans un état de frénésie. L'adrénaline coulait dans ses veines et le meurtre de Suzanne, au lieu de l'apaiser, avait attisé sa soif de violence. Georgette représentait un témoin potentiel, mais plus que cela, elle représentait une opportunité d'assouvir pleinement sa compulsion. Elle s'approcha du bébé avec un sourire qui aurait glacé le sang de quiconque aurait pu en saisir la véritable nature. Georgette lui tendit les bras, réclamant ses câlins habituels. Jeanne la souleva et la serra contre sa poitrine, sentant le petit cœur battre contre le sien. « Tu es si mignonne, ma petite Georgette », murmura-t-elle. « Tante Jeanne t'aime tant qu'elle ne peut pas te laisser grandir dans ce monde cruel. » Cette justification tordue était typique de la psychologie pervertie de Jeanne. Dans son esprit malade, elle se persuadait qu'elle offrait une forme de délivrance à ses victimes, qu'elle leur épargnait les souffrances de l'existence. Pour Georgette, elle utilisa encore une autre méthode. Elle plaça sa main sur le nez et la bouche du bébé, coupant totalement l'arrivée d'air. Cette technique, qu'on appellera plus tard étouffement, était particulièrement efficace avec les très jeunes enfants dont la cage thoracique était encore fragile. Georgette se débattit avec l'énergie du désespoir, ses petites mains griffant le visage de Jeanne, ses jambes battant l'air. Mais elle était trop petite, trop faible. Progressivement, ses mouvements ralentirent, puis cessèrent complètement. Jeanne observa le petit visage qui devenait livide, les yeux qui se révulsaient. Elle attendit encore quelques minutes, s'assurant que la mort était bien survenue, puis déposa le corps près de celui de sa sœur. L'appartement était maintenant silencieux. 2 petites vies venaient de s'éteindre, et leur meurtrière contemplait son œuvre avec une satisfaction morbide. Mais elle n'avait pas le temps de savourer sa victoire. Il fallait préparer la mise en scène. Jeanne déplaça légèrement les corps, créant l'impression que les fillettes s'étaient endormies en jouant. Elle dispersa quelques jouets autour d'elle, froissa leurs vêtements pour simuler de l'agitation. Puis, elle observa attentivement les visages, cherchant d'éventuelles marques suspectes. Heureusement, ces méthodes avaient été efficaces. Aucune trace visible de violence. Elle s'assit ensuite dans un fauteuil et attendit. Dans moins d'1 heure, Blanche reviendrait du marché. Il fallait qu'elle trouve Jeanne dans un état de détresse crédible, pleurant sur les corps de ses enfants mortes, soudainement. Jeanne ferma les yeux et se concentra pour faire monter les larmes. C'était un talent qu'elle avait développé au fil des années, cette capacité à pleurer sur commande, à exprimer un chagrin qu'elle ne ressentait pas. Elle pensait à ses propres enfants morts, non pas avec regret, mais avec cette nostalgie particulière que ressent un prédateur pour ses proies favorites. Quand elle entendit les pas de Blanche dans l'escalier, elle était prête. Les larmes coulaient sur ses joues, ses épaules étaient secouées de sanglots convaincants. Elle se précipita vers la porte et l'ouvrit avant même que sa belle-sœur ait pu frapper. « Blanche !» s'écria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion feinte. « Oh mon Dieu, Blanche !» Le panier de légumes que portait Blanche tomba au sol, répandant pommes de terre et carottes sur le palier.
Elle regarda le visage décomposé de Jeanne et comprit immédiatement qu'un drame était survenu. « Mes filles ?» articula-t-elle, la voix blanche. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » hoqueta Jeanne. Elles jouaient, tout semblait normal, et puis... elles ont eu des convulsions terribles. J'ai essayé de faire quelque chose, mais... Blanche se précipita dans l'appartement et découvrit ses 2 filles, étendues sur le tapis. Elle s'agenouilla près d'elle, les prit dans ses bras, tentant désespérément de déceler un signe de vie. « Georgette, Suzanne, mes bébés !» Ces cris déchirants résonnaient dans l'appartement exigu, montant vers les étages supérieurs où d'autres familles entendaient sa douleur sans en comprendre la cause. Jeanne s'approcha et posa une main compatissante sur l'épaule de sa belle-sœur. « J'ai fait appeler le docteur sérieux. Il ne devrait pas tarder. Peut-être qu'il pourra encore. » Mais toutes 2 savaient que c'était trop tard. Les petits corps étaient déjà froids. Leurs visages avaient pris cette pâleur cireuse de la mort. Blanche berçait ses filles contre sa poitrine, refusant d'accepter la réalité, murmurant des mots d'amour et de supplication. Le docteur Jean Sérieux arriva une demi-heure plus tard. C'était un homme d'une 60aine d'années, médecin du quartier depuis plus de 20 ans, qui avait vu naître et mourir plusieurs générations d'habitants de Goutte d'Or. Son diagnostic fut rapide, mais prudent. Convulsions foudroyantes, possiblement causées par une méningite ou une diphtérie galopante. La mortalité infantile est malheureusement encore très élevée dans notre quartier, expliqua-t-il à Blanche en refermant sa sacoche de cuir usé. Les conditions d'hygiène, la promiscuité, les épidémies qui circulent, ces petites étaient si fragiles. Jeanne acquiesçait gravement, pressant un mouchoir contre ses yeux pour essuyer des larmes qui coulaient à volonté. « Docteur, j'ai l'impression d'avoir échoué. Elles étaient sous ma garde. J'aurais dû voir les signes. »« Ne vous reprochez rien, madame, » répondit le médecin avec bonté. « Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Ces crises foudroyantes ne laissent parfois aucune chance, même aux praticiens les plus expérimentés. » Cette réponse était exactement ce que Jeanne espérait entendre. Elle observa discrètement Blanche, qui serrait toujours le corps de Georgette contre elle, refusant de la lâcher. La pauvre femme était dans un état de choc si profond qu'elle ne remettait même pas en question les circonstances de la mort de ses enfants. Quand Charles rentra du travail en début d'après-midi, il trouva sa femme prostrée dans un fauteuil, fixant le vide, tandis que Jeanne s'affairait autour d'elle avec une sollicitude touchante. Les corps des petites avaient été disposés sur le lit conjugal, leur visage paisible dans la mort. « Mon Dieu !» murmura Charles, ses jambes se dérobant sous lui. « Mes petites filles !» Il se précipita vers le lit, prit les mains glacées de ses enfants, chercha vainement un pouls, un souffle, n'importe quel signe de vie. Puis il se tourna vers Jeanne, ses yeux rougis par les larmes et la fatigue du travail. « Que s'est-il passé, Jeanne? Comment ?» Jeanne répéta son histoire, avec les mêmes détails, la même émotion dans la voix. Elle était devenue experte dans l'art de la mise en scène, sachant moduler son récit selon son auditoire. Avec Charles, elle insista sur la rapidité des événements, sur son impuissance face à la maladie. Elles ont commencé à avoir des convulsions vers 10 heures, expliqua-t-elle, ses mains tremblant de manière convaincante. J'ai essayé de les calmer, de les rafraîchir avec de l'eau, mais elles étaient brûlantes de fièvre. En quelques minutes, c'était fini. Charles hocha la tête, trop accablé pour poser d'autres questions. Dans son monde d'ouvrier, la mort frappait souvent sans prévenir, emportant les plus faibles. Il n'avait aucune raison de soupçonner sa sœur, cette femme brisée par ses propres deuils qui se dévouait pour les enfants des autres. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, au cimetière de Montmartre. Une petite procession d'habitants du quartier accompagna les 2 petits cercueils blancs portés par des hommes du voisinage. Jeanne marchait aux côtés de Blanche, la soutenant quand ses jambes menaçaient de céder, murmurant des paroles de consolation. L'abbé Moreau, curé de la paroisse Saint-Bernard, officiait la cérémonie. C'était un homme compassionnel qui connaissait intimement la misère de ses ouailles. Dans son homélie, il évoqua la fragilité de la condition humaine, la volonté insondable de Dieu, le réconfort que devaient trouver les parents dans l'idée que leurs enfants étaient maintenant des anges au paradis.
Georgette et Suzanne nous ont quittés prématurément, déclara-t-il, sa voix portant dans l'air froid d'avril. Mais elles ont connu l'amour de leur famille, la tendresse de ceux qui les entouraient, et aujourd'hui, elles reposent dans la paix éternelle. Jeanne écoutait ces paroles avec un détachement troublant. Pour elle, ces anges n'étaient que 2 victimes de plus dans sa collection macabre. Mais elle jouait parfaitement son rôle, sanglotant au bon moment, se signant avec piété, acceptant les condoléances avec une humilité feinte. Après la cérémonie, les voisins se rassemblèrent dans le petit café de la rue Marcadet pour partager leurs souvenirs des fillettes. Marie Delacroix, la blanchisseuse, prit la parole d'une voix émue. « Ces petites étaient la joie du quartier », dit-elle en essuyant ses yeux, toujours souriante, toujours prête à faire un câlin. « Et vous, Madame Jeanne, vous étiez si bonne avec elles. On voyait bien qu'elles vous adoraient. »« Elles étaient comme mes propres filles, » répondit Jeanne, sa voix se brisant à point nommé. « Depuis que j'ai perdu mes enfants, m'occuper d'elles me donnait une raison de vivre. Maintenant, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'assistance compatissait à sa douleur, voyant en elle une femme doublement éprouvée par la destinée. Personne ne pouvait imaginer qu'elle était l'artisan de sa propre souffrance. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit peu à peu son cours dans le quartier. Blanche, brisée par le chagrin, eut du mal à reprendre son travail au marché. Charles s'enfonça dans le silence et l'alcool, rentrant chaque soir plus tard de l'usine. Quant à Jeanne, elle continua à jouer son rôle de belle-sœur dévouée, aidant le couple à traverser cette épreuve. Mais intérieurement, elle ressentait déjà le manque. L'excitation intense qu'elle avait éprouvée en tuant les petites filles s'estompait progressivement, remplacée par une frustration grandissante. Elle avait besoin de recommencer, de retrouver cette sensation de pouvoir absolu qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. C'est ainsi qu'elle commença à élargir son cercle de protection. Elle se proposa pour garder les enfants d'autres familles du quartier, offrant ses services avec cette générosité apparente qui lui avait si bien réussi. Les mères, touchées par sa bonté et rassurées par les recommandations de Blanche, lui confièrent leurs petits sans méfiance. Madame Roussel, une couturière veuve qui élevait seule son fils Maurice, fut l'une des premières à accepter son aide. Maurice, âgé de 10 ans, était un garçon vif et intelligent, mais sa mère devait parfois s'absenter pour livrer ses ouvrages chez les bourgeoises des beaux quartiers. « Maurice est assez grand pour se garder seul », avait expliqué Madame Roussel à Jeanne. « Mais j'avoue que cela me rassurerait de savoir qu'une personne de confiance veille sur lui. » Jeanne avait accepté avec empressement. Un enfant de 10 ans présentait de nouveaux défis techniques, mais aussi de nouvelles possibilités. Elle commença à étudier Maurice, à observer ses habitudes, ses faiblesses, les moments où il serait le plus vulnérable. Le jeune garçon était méfiant par nature, ce qui était compréhensible pour un enfant qui avait grandi sans père dans un quartier difficile. Il acceptait la présence de Jeanne, mais gardait ses distances, préférant lire dans sa chambre, plutôt que de jouer avec elle. « Tu n'aimes pas tante Jeanne ?» lui demanda-t-elle un jour, avec cette fausse tristesse qu'elle maniait si bien. « Si, madame, » répondit Maurice poliment, « mais je préfère les livres aux jeux. » Cette intelligence précoce intriguait Jeanne. Elle y voyait un défi supplémentaire, une proie plus coriace que ses victimes habituelles. Maurice savait s'exprimer, il pourrait témoigner s'il survivait à une tentative de meurtre. Il fallait donc être particulièrement prudente avec lui. Un après-midi de mai 1905, alors que Madame Roussel était partie livrer une robe chez une cliente du 16e arrondissement, Jeanne se retrouva seule avec Maurice dans leur petit logement de la rue de la Goutte d'Or. Le garçon lisait un livre d'aventure allongé sur son lit complètement absorbé par sa lecture. Jeanne s'approcha silencieusement, observant la nuque fragile qui dépassait du col de sa chemise. Elle pourrait facilement, mais quelque chose l'arrêta. Maurice leva soudain les yeux et la fixa avec une intensité troublante. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» demanda-t-il. La question prit Jeanne au dépourvu. Aucun de ses autres victimes ne lui avait jamais posé une telle question. Elle balbutia une excuse, prétendant qu'elle vérifiait s'il n'avait besoin de rien. « J'ai tout ce qu'il me faut »,
répondit Maurice, retournant à sa lecture, mais gardant un œil sur elle. Cette méfiance instinctive sauva probablement la vie de Maurice ce jour-là. Jeanne réalisa qu'elle ne pourrait pas s'attaquer à lui de la même façon qu'au tout petit. Il lui fallait une stratégie différente, plus subtile. Elle commença alors à gagner progressivement sa confiance, lui apportant des friandises, s'intéressant à ses lectures, lui racontant des histoires de son enfance bretonne. Petit à petit, Maurice se détendit en sa présence, commençant même à apprécier ses visites. Mais Jeanne jouait un jeu dangereux. Plus elle passait de temps avec l'enfant, plus elle risquait d'éveiller des soupçons si quelque chose lui arrivait. De plus, sa compulsion devenait de plus en plus difficile à contrôler. Certaines nuits, elle se réveillait en sueur, rêvant qu'elle étranglait Maurice, sentant presque sous ses doigts la texture de sa peau enfantine. C'est dans cet état de tension croissante qu'elle reçut une visite inattendue. Un matin de juin, on frappa à la porte de sa chambre meublée. Elle ouvrit et découvrit un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume sombre et portant un carnet. « Madame Weber ?» demanda-t-il poliment. « Je suis l'inspecteur d'hôtel de la sûreté parisienne. J'aimerais vous poser quelques questions concernant le décès de vos nièces. » Le sang de Jeanne ne fit qu'un tour, mais elle parvint à conserver un visage impassible. « Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Entrez, je vous prie. » L'homme pénétra dans la chambre modeste, observant attentivement les lieux. Son regard s'attarda sur le crucifix accroché au mur, sur les quelques effets personnels soigneusement rangés, sur l'ensemble qui témoignait d'une vie simple et pieuse. « Madame, je dois vous dire que nous avons reçu des informations anonymes concernant les circonstances de la mort de Georgette et Suzanne Weber, » commença l'inspecteur en s'asseyant sur la chaise que lui tendait Jeanne. « Des informations, » répéta-t-elle, feignant la surprise. « Mais de quoi s'agit-il ? Le docteur sérieux a été très clair sur les causes du décès. C'est justement ce qui nous interroge, » poursuivit d'Hôtel. « Voyez-vous, nous avons découvert que vous aviez été présente lors de plusieurs décès d'enfants dans différentes villes de France. Cela nous semble troublant. » Jeanne sentit la panique l'envahir, mais des années d'expérience dans l'art de la dissimulation lui permirent de garder son calme apparent. Elle porta la main à sa gorge dans un geste qui semblait exprimer la surprise et l'indignation. « Monsieur l'inspecteur, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Si j'ai été présente lors de décès d'enfants, c'est parce que je me dévoue à leur garde depuis que j'ai perdu mes propres petits. C'est ma façon de donner un sens à ma douleur. » « Je comprends, » répondit l'inspecteur, son ton restant neutre. « Pourtant, des témoins nous ont rapporté que votre comportement le jour de la mort de vos nièces leur avait paru étrange. » « Étrange ?» Jeanne feignit l'incompréhension. « Monsieur, j'étais sous le choc. Voir mourir ces enfants que j'aimais comme les miens, c'était revivre la perte de mes propres petits. Si j'ai pu paraître troublé, c'est que je l'étais effectivement. » L'inspecteur d'hôtel la dévisagea longuement. C'était un homme expérimenté qui avait interrogé de nombreux suspects au cours de sa carrière. Il savait reconnaître les signes de la culpabilité, mais il devait aussi admettre que Jeanne Weber jouait son rôle à la perfection. « Madame, accepteriez-vous de nous accompagner au poste pour un interrogatoire plus approfondi ?» demanda-t-il finalement. « Si cela peut aider à faire la lumière sur cette tragédie, j'accepte volontiers. » répondit Jeanne avec une dignité étudiée. « Je n'ai rien à cacher. » Mais en son fort intérieur, elle savait que sa carrière meurtrière à Paris touchait à sa fin. Il allait falloir qu'elle envisage de partir, de changer d'identité une fois de plus, de trouver de nouveaux territoires de chasse. Car Jeanne Weber était loin d'en avoir fini avec ses crimes. Les deux petites filles qu'elle avait tuées ce jour d'avril n'étaient que le début d'une série qui allait terroriser la France entière. 5 juillet 1905, commissariat de police du 18e arrondissement. La salle d'interrogatoire du commissariat de la rue de Clignancourt baignait dans une lumière blafarde que dispensaient les ampoules électriques récemment installées. L'odeur âcre du tabac froid imprégnait les murs jaunâtres, mélangés à celle plus subtile de l'encre et du papier timbré. Jeanne Weber était assise face à l'inspecteur d'hôtel depuis maintenant 3 heures,
ses mains croisées sur ses genoux. Maintenant, parfaitement l'attitude de la veuve respectable, injustement soupçonnée. L'inspecteur Paul Dautel, 45 ans, était un homme méticuleux qui avait gravi les échelons de la police parisienne grâce à sa perspicacité et sa ténacité. Fils d'un instituteur de province, il avait développé une méthode d'enquête basée sur l'observation minutieuse des détails et la patience. Ce qui l'intriguait chez Jeanne Weber n'était pas tant ce qu'elle disait que ce qu'elle ne disait pas. « Madame Weber, » reprit l'inspecteur en consultant ses notes, « revenons sur votre emploi du temps du 2 avril. Vous nous avez dit être arrivée chez votre belle-sœur vers 7 heures du matin. »« C'est exact, » répondit Jeanne d'une voix posée. « Blanche devait se rendre aux Halles de bonne heure. Elle comptait sur moi pour garder Georgette et Suzanne. Et entre votre arrivée et le retour de Madame Blanche Weber, que s'est-il passé exactement ?» Jeanne répéta son récit avec une constance remarquable. Chaque détail correspondait à sa version précédente. Les jeux avec les enfants, leur fatigue progressive, puis les convulsions soudaines qui les avaient emportés. Sa voix se brisait au bon moment, ses yeux s'embuaient de larmes sincères en apparence. Mais l'inspecteur Dautel avait remarqué quelque chose d'étrange. Dans son bureau, il conservait un dossier de plus en plus épais sur Jeanne Weber. Des télégrammes en provenance de Courbevoie, de Villedieu, de Commercy. Partout où cette femme était passée, des enfants étaient morts dans des circonstances similaires. « Madame Weber, » dit-il en se penchant légèrement en avant, « parlez-moi de votre séjour à Courbevoie en 1903. » Un imperceptible tressaillement parcourut Jeanne, si bref qu'un observateur moins attentif l'aurait manqué. « Courbevoie ? J'y ai travaillé quelques mois comme gouvernante chez les Bavouzet. Pourquoi cette question? Parce que pendant votre emploi chez cette famille, leur fils de 4 ans, Antoine Bavouzet, est décédé subitement. Convulsion, selon le certificat médical. La diphtérie était très répandue cette année-là, répondit Jeanne sans se départir de son calme. Le pauvre petit Antoine était si fragile, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le sauver. L'inspecteur sortit une chemise de son dossier et l'ouvrit devant lui. Et à Villedieu, Lucie Marchand, 3 ans, à Commercy, les jumeaux Bertrand, 2 ans et demi chacun, toujours des convulsions, toujours pendant que vous étiez seul avec les enfants. Cette fois, Jeanne ne put réprimer un mouvement de recul. Comment cet homme avait-il pu établir de tels liens? Elle avait pourtant pris soin d'utiliser différentes identités, de laisser s'écouler suffisamment de temps entre chaque crime. « Monsieur l'inspecteur, » dit-elle, sa voix prenant une inflexion légèrement tremblante, « je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si le malheur me poursuit, si les enfants dont je m'occupe sont frappés par la maladie, c'est peut-être que le destin s'acharne sur moi. Depuis la mort de mes propres enfants, j'ai l'impression d'être maudite. » Cette stratégie de la malédiction personnelle était habile. Elle transformait la série de coïncidences troublantes en tragédie personnelle, faisant de Jeanne une victime plutôt qu'une coupable. Mais Dautel avait une carte maîtresse qu'il n'avait pas encore jouée. 3 jours plus tôt, il avait reçu un télégramme de son collègue Auguste Boutin, inspecteur à Commercy. Boutin lui relatait un incident troublant survenu chez les Bertrand après la mort des jumeaux. « Madame Weber, » reprit l'inspecteur d'une voix plus ferme, « le 15 mai 1904, vous étiez encore chez les Bertrand quand leur 3e fils, Émile, alors âgé de 6 ans, a eu un malaise. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Jeanne sentit sa gorge se serrer. Cet épisode était l'une de ses rares erreurs, un moment où ses pulsions avaient failli la trahir. Le petit Émile, il avait fait un cauchemar. Je le consolais quand il a eu une sorte de crise. D'après le témoignage de sa mère, qui est rentrée à l'improviste, vous aviez les mains autour de son cou et il était inconscient. « Il s'étouffait avec ses sanglots !» s'écria Jeanne, abandonnant pour la première fois son calme apparent. J'essayais de le réanimer. Madame Bertrand a mal interprété la situation. Pourtant, quand elle vous a vu, elle a crié et vous avez lâché l'enfant. Émile a immédiatement repris connaissance et respiration. N'est-ce pas étrange? Jeanne réalisa qu'elle se trouvait dans une position de plus en plus délicate. Chaque explication qu'elle donnait semblait créer de nouveaux doutes dans l'esprit de l'inspecteur. Elle décida de changer de stratégie.
Monsieur d'Hôtel, dit-elle en se levant brusquement, je vois bien où vous voulez en venir. Vous pensez que je suis responsable de ces morts. C'est monstrueux. Comment une femme comme moi, qui a perdu ses propres enfants, pourrait-elle faire du mal à d'autres? Elle se dirigea vers la fenêtre de la salle d'interrogatoire, tournant le dos à l'inspecteur. Dans le reflet de la vitre, d'Hôtel put observer son visage. Ce qu'il y vit le glaça. Pendant une fraction de seconde, le masque de Jeanne était tombé. Son expression était froide, calculatrice, dépourvue de toute humanité. « Asseyez-vous, Madame Weber », ordonna-t-il fermement. Quand Jeanne se retourna, elle avait retrouvé son apparence de femme éplorée, mais il était trop tard. D'Hôtel avait entrevu la véritable nature de celle qui l'interrogeait. « Madame, reprit-il, je vais vous dire ce que je pense. Vous êtes une meurtrière. Vous tuez des enfants avec une méthode si subtile que la médecine de l'époque ne peut pas toujours la détecter. Vous vous présentez comme une femme charitable pour gagner la confiance des familles. Puis, vous agissez quand vous êtes seule avec vos victimes. » Jeanne éclata d'un rire qui sonnait faux. « Vous délirez, monsieur l'inspecteur. Ces accusations sont tellement absurdes qu'elles ne méritent même pas de réponse. Alors, expliquez-moi pourquoi, partout où vous passez, des enfants meurent. Expliquez-moi cette coïncidence extraordinaire. Expliquez-moi surtout pourquoi vous changez d'identité à chaque déménagement. » Cette dernière révélation acheva de déstabiliser Jeanne. Comment avait-il découvert ces différents pseudonymes? Elle avait pourtant pris tant de précautions. J'utilise parfois le nom de jeune fille de ma mère quand je cherche du travail, balbutia-t-elle. Les références sont meilleures sous ce nom. Madame Moulinet, Madame Charpentier, Madame Rousseau, tous ces noms correspondent à des périodes où vous gardiez des enfants qui sont morts subitement. Vous ne trouvez pas cela troublant? L'inspecteur d'hôtel se leva à son tour et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. Il savait qu'il tenait quelque chose, mais il lui fallait des preuves plus solides. La médecine légale de 1905 n'était pas assez avancée pour détecter les subtilités des méthodes de Jeanne. « Madame Weber, je vais vous proposer quelque chose, » dit-il finalement. « Acceptez de vous soumettre à un examen médical approfondi. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Un examen médical. Mais pourquoi faire? Pour vérifier votre état mental. Car voyez-vous, soit vous êtes une criminelle particulièrement habile, soit vous êtes une femme psychologiquement perturbée qui attire inconsciemment le malheur. Dans les deux cas, un examen s'impose. Cette proposition était un piège subtil. Si Jeanne acceptait, elle risquait qu'un aliéniste perspicace découvre sa vraie nature. Si elle refusait, cela renforcerait les soupçons à son égard. « J'accepte », déclara-t-elle après un long silence, « que la science prouve mon innocence puisque mes paroles ne suffisent pas. » L'inspecteur d'hôtel acquiesça, mais il savait qu'il venait de franchir une étape importante. Pour la première fois, depuis le début de son enquête, il avait vu Jeanne Weber perdre contenance. Ce moment de faiblesse lui avait révélé qu'il était sur la bonne piste. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Jeanne préparait déjà sa riposte. En acceptant l'examen médical, elle avait gagné du temps. Et ce temps, elle comptait bien l'utiliser pour éliminer les témoins gênants et brouiller les pistes. Car la véritable Jeanne Weber, celle que l'inspecteur d'hôtel commençait à entrevoir, était bien plus dangereuse et retorse qu'il ne l'imaginait. Et elle était loin d'avoir dit son dernier mot. En sortant du commissariat ce soir-là, sous bonne escorte mais officiellement libre, en attendant les résultats de l'enquête, Jeanne Weber souriait intérieurement. Elle avait déjà tué 12 enfants depuis le début de sa carrière meurtrière. Et malgré les soupçons de la police, elle était convaincue de pouvoir continuer. Après tout, qui croirait qu'une femme apparemment si pieuse et si dévouée puisse être capable de tels actes? L'opinion publique était de son côté, les familles endeuillées témoignaient de sa bonté. Il faudrait des preuves irréfutables pour la confondre, et ces preuves, elle était déterminée à faire en sorte qu'elles n'existent jamais. La guerre était déclarée entre l'inspecteur d'hôtel et l'ogresse de Goutte d'Or. Une guerre où les enjeux étaient la vie d'autres innocents et où seul l'un des deux adversaires pouvait survivre. 15 septembre 1905, Paris, Villedieu-les-Poêles.
L'automne parisien déployait ses teintes cuivrées sur la capitale, mais dans les bureaux enfumés du commissariat de la rue de Clignancourt, l'inspecteur Paul Dautel ne voyait pas les feuilles qui tombaient. Depuis 3 mois, il vivait littéralement l'affaire Weber, dormant à peine 4 heures par nuit, multipliant les télégrammes avec ses collègues de province, constituant un dossier qui devenait de plus en plus accablant pour cette femme qu'il soupçonnait d'être l'une des plus redoutables criminelles de son époque. Le rapport d'expertise médico-légale était arrivé le matin même. Le docteur Thoineau, médecin légiste renommé de la faculté de médecine de Paris, avait examiné Jeanne Weber pendant 3 semaines. Ses conclusions étaient troublantes et contradictoires. D'un côté, il attestait que Jeanne ne présentait aucun signe de maladie mentale caractérisée. De l'autre, il notait chez elle une froideur émotionnelle peu commune et une capacité de dissimulation remarquable. Cette femme possède un contrôle de soi exceptionnel, avait écrit le docteur Thoineau. Ses réactions émotionnelles semblent parfaitement maîtrisées, comme si elles étaient jouées plutôt que ressenties. Cependant, en l'absence de preuves matérielles et compte tenu du nombre important de témoignages en sa faveur, je ne peux conclure à sa culpabilité. Dautel froissa le rapport avec frustration. La science de l'époque n'était pas assez avancée pour identifier ce qu'on appellerait plus tard une psychopathe. Les aliénistes de 1905 cherchaient des signes évidents de folie, des délires, des hallucinations. Ils ne savaient pas encore reconnaître ces prédateurs à visage humain qui pouvaient commettre les pires atrocités, tout en conservant une façade parfaitement normale. Un coup frappé à la porte interrompit ces réflexions. L'agent Morel, jeune policier fraîchement sorti de l'école, entra avec un télégramme urgent. « Inspecteur !» dit-il, essoufflé d'avoir couru. « Message urgent de Villedieu-les-Poêles. Il y a eu un nouveau cas. » Dautel arracha presque le télégramme des mains du jeune homme et le parcourut rapidement. Son visage s'assombrit à mesure qu'il lisait. « Marcel Poirot, 10 ans, fils de l'aubergiste Auguste Poirot. Trouvé inconscient dans sa chambre hier soir vers 21h. Trace de strangulation au cou. Père l'a trouvé avec un linge ensanglanté serré autour de la gorge. L'enfant a survécu et désigne formellement Madame Marie Lemoine, gouvernante embauchée il y a 15 jours. Signalement correspond exactement à Jeanne Weber. Demandons instructions urgentes. » L'inspecteur Dautel sentit son cœur s'accélérer. Enfin, après des mois de soupçons et d'indices circonstanciels, voilà qu'il tenait enfin une preuve tangible. Un témoin vivant, des traces physiques, un flagrant délit. Jeanne Weber avait commis une erreur fatale. « Morel !» aboya-t-il. « Faites préparer immédiatement le train pour Villedieu et envoyez un télégramme au commissaire Leblanc là-bas, qu'il surveille cette Marie Lemoine jour et nuit. Je veux qu'elle ne puisse pas disparaître. »« Bien, inspecteur. Dois-je également alerter la préfecture ?»« Pas encore. Attendons d'en savoir plus. Si c'est bien elle, nous n'aurons qu'une chance de l'arrêter proprement. » 2 heures plus tard, Dautel était dans le train qui l'emmenait vers la Normandie. Le paysage d'automne défilait derrière les vitres du compartiment, mais son esprit était entièrement focalisé sur l'affaire. Il repensait à tous ces mois d'enquête, à toutes ces familles endeuillées qu'il avait rencontrées, à ces petites victimes dont les photos s'entassaient maintenant dans son dossier. Jeanne Weber avait tué avec une régularité de métronome. Tous les 2 ou 3 mois, dans une ville différente, sous une identité différente, elle trouvait une famille à qui proposer ses services. Toujours des gens modestes, des ouvriers ou de petits commerçants qui n'avaient pas les moyens d'engager une gouvernante expérimentée et qui voyaient en cette femme pieuse et endeuillée une aubaine providentielle. Elle étudiait d'abord ses futures victimes, s'intégrait dans leur quotidien, gagnait leur confiance absolue. Puis, quand elle était certaine de pouvoir agir sans témoin, elle frappait. Ses méthodes variaient légèrement selon l'âge des enfants et les circonstances, mais le résultat était toujours le même. Une mort apparemment naturelle qui ne laissait que peu de traces suspectes. Le train arriva en gare de Villedieu-les-Poêles alors que le soleil déclinait. Cette petite ville de Normandie, connue pour ses artisans chaudronniers, semblait paisible sous la lumière dorée du couchant. L'inspecteur Dautel fut accueilli par le commissaire Leblanc.
Un homme d'âge mûr, au visage buriné par des années de service en province. « Inspecteur d'hôtel, je suppose », dit Leblanc en lui serrant la main. « Nous vous attendions. L'affaire est plutôt troublante. » Ils se dirigèrent vers l'auberge Poirot, située dans la grande rue du bourg. C'était un établissement modeste mais propre, fréquenté principalement par les ouvriers des fonderies locales et les marchands de passage. Auguste Poirot, le propriétaire, était un homme solidement bâti d'une quarantaine d'années, dont le visage ordinairement jovial était maintenant marqué par l'inquiétude et la colère. « Monsieur l'inspecteur, » dit-il en les accueillant, « heureusement que vous êtes là. Cette femme a failli tuer mon fils. Si je n'étais pas arrivé à temps... » Il conduisit d'hôtel à l'étage, dans une petite chambre où reposait Marcel Poirot. L'enfant, âgé de 10 ans, était un garçon robuste aux cheveux châtains et aux yeux verts pétillants d'intelligence. Mais ce soir-là, son cou portait des marques violacées qui ne laissaient aucun doute sur ce qui s'était passé. « Marcel, » dit doucement d'hôtel en s'approchant du lit, « je suis l'inspecteur d'hôtel de Paris. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé hier soir ?» L'enfant tourna vers lui un regard encore marqué par l'effroi. Quand il parla, sa voix était rauque, abîmée par la strangulation. « Madame Marie était venue me border, comme tous les soirs, » raconta-t-il lentement. « Elle m'a raconté une histoire, puis elle a dit qu'elle allait me faire un massage pour que je dorme mieux. Elle a pris un linge, et... » Marcel porta instinctivement la main à sa gorge, revivant manifestement la terreur de ces instants. « Prends ton temps, mon garçon, » l'encouragea d'hôtel. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Elle a serré le linge autour de mon cou. Au début, j'ai cru qu'elle jouait, mais ça serrait de plus en plus fort. J'arrivais plus à respirer. J'ai essayé de crier, mais aucun son sortait. Elle me regardait avec des yeux bizarres, comme si elle n'était pas vraiment là. Cette description glaça d'hôtel. Il reconnaissait le mode opératoire de Jeanne Weber, cette façade de normalité qui basculait soudain dans la violence froide et calculée. « Comment ton père t'a-t-il trouvé ?» Il est monté parce qu'il avait entendu du bruit. Quand il a ouvert la porte, Madame Marie m'a lâché tout de suite. Elle a dit que j'avais fait un cauchemar et qu'elle essayait de me calmer. Mais papa a vu le linge autour de mon cou et il y avait du sang parce que ça avait serré trop fort. Auguste Poirot prit le relais du récit de son fils. « Quand j'ai vu Marcel inconscient avec ce linge ensanglanté, j'ai tout de suite compris. Cette femme était en train de tuer mon petit. J'ai arraché le tissu et j'ai giflé Marcel pour le ranimer. Puis j'ai empoigné cette Marie Lemoine et je lui ai dit ces 4 vérités. Qu'a-t-elle répondu? Elle prétendait qu'elle essayait de soigner une congestion, qu'elle appliquait un remède de bonne femme qu'elle tenait de sa grand-mère. Mais ses mains tremblaient et elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. J'ai immédiatement envoyé chercher le médecin et la gendarmerie. L'hôtel examina attentivement les marques sur le cou de Marcel. Elles correspondaient exactement à ce qu'il attendait. Des traces de compression qui témoignaient d'une strangulation progressive, méthodique. Ce n'était pas l'œuvre d'un accès de folie subite, mais celle d'une meurtrière expérimentée qui savait exactement ce qu'elle faisait. « Où est cette Marie Lemoine, maintenant ?» demanda-t-il. « Enfermée dans la cave de la mairie, sous bonne garde », répondit le commissaire Leblanc. « Elle continue à clamer son innocence, mais les preuves parlent d'elle-même. J'aimerais l'interroger dès ce soir. Mais d'abord, pouvez-vous me dire comment elle est arrivée ici ?» Auguste Poirot sortit de sa poche une lettre froissée. « Elle m'a écrit il y a 3 semaines. Elle disait qu'elle cherchait un emploi de gouvernante, qu'elle avait de bonnes références. Comme ma femme était morte l'an dernier et que j'avais du mal à m'occuper de Marcel, en plus de l'auberge, j'ai accepté de la recevoir. » Dautel parcourut la lettre. L'écriture était soignée, le ton respectueux et humble. Jeanne Weber maîtrisait parfaitement l'art de la séduction épistolaire, sachant exactement quels mots employer pour inspirer confiance. Ses références étaient-elles authentiques? Elle avait une lettre de recommandation d'un curé de Commercy, l'abbé Moreau. Il parlait d'elle en termes très élogieux, la présentant comme une femme pieuse et dévouée aux enfants. Dautel connaissait cette technique. Jeanne falsifiait ses références ou obtenait des recommandations en trompant sur ses véritables intentions. Les hommes d'église étaient particulièrement vulnérables à son numéro de veuve éplorée,
trouvant dans la charité un moyen d'apaiser sa douleur. Pendant ces 15 jours, comment s'est-elle comportée avec Marcel? Parfaitement, admit Auguste à contre-cœur. Elle était douce, patiente, lui faisait réciter ses leçons, l'emmenait se promener. Si quelqu'un m'avait dit qu'elle essaierait de le tuer, je ne l'aurais jamais cru. Cette double personnalité était le trait le plus troublant de Jeanne Weber. Capable de jouer pendant des semaines le rôle de la gouvernante idéale, elle pouvait basculer en quelques secondes dans une violence meurtrière. Cette capacité de dissimulation expliquait pourquoi elle avait pu agir si longtemps sans être démasquée. La nuit était maintenant tombée sur Villedieu-les-Poêles. Dautel se fit conduire à la mairie où l'attendait celle qu'il traquait depuis des mois. Quand les gendarmes ouvrirent la porte de la cave aménagée en cellule de fortune, il découvrit une femme qu'il reconnut immédiatement, malgré les changements physiques qu'elle avait opérés. Jeanne Weber, ou Marie Lemoine, était assise sur un banc de bois, les mains croisées sur ses genoux. Elle avait teint ses cheveux en brun foncé et avait changé sa coiffure, mais ses yeux bleus délavés étaient reconnaissables entre mille. Quand elle aperçut Dautel, un sourire glacial effleura ses lèvres. « Inspecteur Dautel, » dit-elle d'une voix parfaitement contrôlée, « je me demandais quand vous finiriez par arriver. Madame Weber, ou devrais-je dire Madame Lemoine, vos identités multiples finissent par se confondre. Je ne vois pas de quoi vous parlez, répliqua-t-elle sans se départir de son calme. Je m'appelle Marie Lemoine et je suis née à 40 ans. Si vous avez des doutes sur mon identité, vérifiez donc aux registres paroissiaux. Dautel savait qu'elle avait préparé cette fausse identité avec soin. Jeanne Weber était une criminelle d'un genre nouveau, qui anticipait les enquêtes et préparait ses alibis avec un professionnalisme troublant. Madame, un enfant de 10 ans vous accuse formellement de tentative de meurtre. Il porte les traces physiques de vos agissements. Comment expliquez-vous cela? Le petit Marcel a fait un cauchemar terrible, répondit-elle sans hésiter. Il s'agitait tant que j'ai craint qu'il ne se blesse. J'ai voulu le calmer en lui appliquant un linge frais sur le cou, un remède que ma grand-mère utilisait pour les congestions. Son père est arrivé à ce moment-là et a mal interprété la situation. Un linge frais, avec du sang dessus? L'enfant s'était débattu, il s'est écorché avec ses ongles. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne contre moi. Dautel admira malgré lui le sang-froid de cette femme. Même prise en flagrant délit, même confrontée à des preuves accablantes, elle maintenait sa version des faits avec une constance remarquable. « Madame Weber, dit-il en appuyant sur son vrai nom, nous savons qui vous êtes. Nous avons établi les liens entre tous vos crimes. Il est temps d'avouer. » Pour la première fois, une lueur d'inquiétude passa dans les yeux de Jeanne. Mais elle se ressaisit rapidement. « Inspecteur, vous faites erreur sur la personne. Je ne suis pas cette femme dont vous parlez. J'exige qu'on vérifie mon identité et qu'on me relâche. Cette accusation est monstrueuse. » L'interrogatoire se prolongea jusqu'à l'aube, mais Jeanne ne céda pas d'un pouce. Elle avait visiblement prévu ce scénario et s'y était préparée avec méthode. Chaque question trouvait sa réponse. Chaque accusation était réfutée avec la même détermination froide. Ce ne fut qu'au petit matin quand Dautel menaça de faire venir Blanche Weber pour l'identifier formellement que le masque de Jeanne vacilla légèrement. L'idée d'être confrontée à sa belle-sœur, témoin de ses premiers crimes parisiens, semblait l'ébranler plus que toutes les preuves réunies contre elle. « Très bien, dit-elle finalement, sa voix perdant pour la première fois de son assurance. « Je suis Jeanne Weber, mais je ne suis coupable d'aucun des crimes dont vous m'accusez. » Cette admission d'identité était déjà une victoire pour Dautel. Maintenant qu'il avait établi qui elle était vraiment, il pouvait commencer à démêler les chevaux de ses mensonges et reconstituer la véritable étendue de ses crimes. « Madame Weber, reprit-il, vous allez être transférée à Paris pour y être jugée. Mais avant cela, j'aimerais que vous me disiez une chose. Pourquoi? Pourquoi tuez-vous des enfants ?» Jeanne le dévisagea longuement. Dans ses yeux, Dautel crut entrevoir quelque chose d'abyssal, une noirceur qui le fit frissonner malgré lui. « Vous ne pourriez pas comprendre, » murmura-t-elle. « Personne ne peut comprendre. » Puis elle se mura dans un silence qu'elle ne briserait plus pendant tout le trajet de retour vers Paris.
L'inspecteur d'Hôtel avait enfin capturé l'ogresse de Goutte d'Or, mais il avait aussi découvert que le mal qu'elle incarnait était bien plus profond et mystérieux qu'il ne l'avait imaginé. Jeanne Weber n'était pas seulement une criminelle. Elle était le visage de quelque chose d'indicible, une forme de mal qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature humaine. Le voyage de retour vers Paris s'annonçait long et troublant. Et d'Hôtel se demandait si, en capturant le monstre, il n'avait pas libéré en lui-même des questions auxquelles il préférait ne pas répondre. 12 janvier 1906, cour d'assises de la Seine. La salle d'audience de la cour d'assises de la Seine n'avait jamais connu une telle affluence. Depuis l'ouverture des portes au public, une foule compacte se pressait pour assister au procès de celle que la presse parisienne avait surnommée l'ogresse de Goutte d'Or. Les journalistes du Matin, du Figaro et de l'Humanité se disputaient les meilleures places, leur carnet déjà noirci de notes prises pendant l'instruction. Jeanne Weber, âgée de 31 ans, se tenait dans le box des accusés avec une dignité qui impressionnait même ses détracteurs. Vêtue d'une robe noire simple mais impeccable, ses cheveux tirés en chignon strict, elle incarnait parfaitement l'image de la veuve respectable injustement persécutée. Seuls ses yeux, d'un bleu délavé comme les eaux troubles de sa Bretagne natale, trahissaient par moments une profondeur troublante qui mettait mal à l'aise quiconque s'y attardait. Le président Périvier, magistrat expérimenté à la barbe blanche soigneusement taillée, ouvrit les débats d'une voix solennelle qui résonna sous les voûtes de la grande salle. L'accusé est prévenu d'avoir, entre les mois de mars et septembre 1905, dans différentes villes de France, donné volontairement la mort à plusieurs enfants mineurs, en usant de violence et de moyens propres à donner la mort, sans laisser de traces. L'acte d'accusation était accablant. 10 enfants au minimum, âgés de 18 mois à 10 ans, tous morts dans des circonstances troublantes pendant que Jeanne Weber était seule avec eux. Le procureur général Bulot, homme austère à la réputation redoutable, avait passé des mois à constituer un dossier qu'il espérait irréfutable. Maître Henriot, avocat de la défense, était un homme plus jeune à l'éloquence reconnue. Il avait accepté de défendre Jeanne Weber non par conviction de son innocence, mais parce que le droit français garantissait à tout accusé une défense digne. Sa stratégie était claire, démontrer l'absence de preuves formelles et s'appuyer sur la personnalité apparemment irréprochable de sa cliente. Le premier témoin appelé fut l'inspecteur Paul d'Hôtel. En 6 mois d'enquête, cet homme méticuleux avait vieilli de plusieurs années. Les nuits blanches, la tension constante, la confrontation avec une forme de mal qu'il n'avait jamais soupçonnée, avaient creusé des rides profondes sur son visage encore jeune. « Monsieur l'inspecteur », commença le président Périvier, « résumez-nous les éléments qui ont éveillé vos soupçons concernant l'accusé. » D'Hôtel se leva, consulta ses notes, puis regarda directement Jeanne Weber. Celle-ci soutenait son regard avec un calme troublant, comme si elle assistait au procès d'une autre. « Monsieur le Président, tout a commencé par une coïncidence statistique troublante. Partout où passait Jeanne Weber, des enfants mouraient. Toujours dans des circonstances similaires, convulsions soudaines, décès rapides, absence de traces évidentes de violence. Il développa méthodiquement son enquête, évoquant chaque ville, chaque famille, chaque petit cercueil. Sa voix restait professionnelle, mais on sentait poindre l'émotion quand il évoquait les visages des victimes. « Ce qui m'a le plus frappé, poursuivit-il, c'est la capacité de l'accusé à gagner instantanément la confiance des familles. Elle semblait connaître instinctivement les mots justes, les gestes appropriés pour se faire accepter comme gouvernante ou aide ménagère. Maître Henriot se leva pour interroger le témoin. « Monsieur l'inspecteur, vous parlez de coïncidence. Mais avez-vous une seule preuve directe de la culpabilité de ma cliente ? Nous avons le témoignage du jeune Marcel Poirot, qui l'a formellement accusé de tentative de meurtre. Un enfant de 10 ans, traumatisé par un cauchemar, dans une chambre mal éclairée. Vous appelez cela une preuve ? » D'Hôtel serra les mâchoires. Il savait que juridiquement, sa conviction intime ne suffirait pas. La médecine légale de 1906 n'était pas assez avancée pour détecter les subtilités des méthodes de Jeanne Weber.
Le défilé des témoins se poursuivit pendant 3 jours. Blanche Weber, la belle-sœur de l'accusé, témoigna avec une douleur encore vive de la mort de ses 2 filles. « Jeanne était comme une sœur pour moi », sanglota-t-elle à la barre. « Elle aimait mes petites, elle les gâtait, elle passait des heures à jouer avec elles. Je ne peux pas croire qu'elle leur ait fait du mal. » Ce témoignage était dévastateur pour l'accusation. Si la propre belle-sœur de Jeanne Weber, celle qui avait perdu ses enfants sous sa garde, témoignait encore de sa bonté, comment convaincre un jury de sa culpabilité? D'autres témoins se succédèrent. Auguste Poirot, qui maintint ses accusations malgré un contre-interrogatoire serré de maître Henriot. Plusieurs mères de famille qui vantèrent les qualités de gouvernante de l'accusé. Des voisins qui attestaient de sa piété et de son dévouement. Le docteur Sérieux, médecin du quartier de Goutte d'Or, fut particulièrement embarrassé. Interrogé sur les causes de la mort des petites Georgette et Suzanne Weber, il dut admettre qu'il n'avait décelé aucune trace de violence. « La médecine a ses limites », expliqua-t-il avec gêne. En 1905, nous ne disposions pas des moyens techniques actuels pour détecter certaines formes d'asphyxie ou d'empoisonnement subtil. Cette admission involontaire renforçait paradoxalement la défense. Si même les médecins ne pouvaient établir formellement les causes des décès, comment un jury pourrait-il condamner sans l'ombre d'un doute? Le moment le plus attendu du procès fut l'audition de l'accusée elle-même. Quand Jeanne Weber se leva pour répondre aux questions du président, un silence religieux s'abattit sur la salle d'audience. Tous les regards convergeaient vers cette femme apparemment fragile, qui était soupçonnée des crimes les plus odieux. « Accusé Weber », commença le président Périvier, « vous avez entendu les témoignages et les accusations portées contre vous. Qu'avez-vous à répondre ?» Jeanne Weber prit une profonde inspiration. Quand elle parla, sa voix était claire, posée, empreinte d'une sincérité qui troubla même ses accusateurs. « Monsieur le Président, messieurs les jurés, je me trouve aujourd'hui devant vous, accusé des crimes les plus monstrueux qu'une femme puisse commettre. On dit que j'ai tué des enfants, ces petits êtres innocents que toute femme digne de ce nom devrait protéger. » Elle marqua une pause, porta son mouchoir à ses yeux, puis reprit d'une voix légèrement tremblante. « Je comprends que les coïncidences puissent paraître troublantes. Je comprends que la mort répétée d'enfants sous ma garde suscite des questions. Mais je jure devant Dieu et devant vous tous que je n'ai jamais fait de mal à un seul de ces petits anges. » Elle évoqua alors son propre calvaire de mère ayant perdu ses enfants, la douleur qui l'avait poussée à chercher du réconfort auprès d'autres familles. Sa voix se brisait au bon moment. Ses larmes semblaient authentiques, ses gestes exprimaient une sincérité touchante. « Si le malheur me poursuit, continua-t-elle, si la mort semble frapper les enfants dont je m'occupe, c'est peut-être que Dieu m'éprouve au-delà de mes forces. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai levé la main sur un enfant. » L'effet de cette plaidoirie spontanée fut saisissant. Plusieurs jurés semblaient ébranlés, quelques femmes dans le public pleuraient ouvertement. Jeanne Weber maîtrisait parfaitement l'art de toucher les cœurs et de semer le doute dans les esprits. Maître Henriot, enhardi par la performance de sa cliente, prononça ensuite un plaidoyer magistral qui dura près de 3 heures. Il démonta méthodiquement les accusations, souligna l'absence de preuves formelles, évoqua les erreurs judiciaires possibles. « Messieurs les jurés, conclut-il, vous avez devant vous une femme brisée par le chagrin, poursuivie par une malédiction inexplicable, mais innocente des crimes qu'on lui impute. La justice de la République ne peut se contenter de soupçons et de coïncidences. Elle exige des preuves. Or, ces preuves n'existent pas. » Le procureur général Bulot tenta bien de redresser la situation dans son réquisitoire, mais il se heurtait au même obstacle que l'inspecteur d'hôtel. Comment prouver l'improbable? Comment convaincre un jury que cette femme apparemment si respectable était en réalité un monstre? Après 6 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Le président du jury, un bourgeois parisien à l'air grave, se leva pour prononcer la sentence qui allait faire scandale dans toute l'Europe. À la question « L'accusée Jeanne Weber est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort aux enfants Georgette Weber, Suzanne Weber et autres nommés à l'acte d'accusation ?» Nous répondons « Non »
à l'unanimité. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle d'audience. Jeanne Weber s'effondra dans le box des accusés, apparemment terrassée par l'émotion. Ses sanglots résonnaient dans la salle, couverts par les cris de joie de ses partisans et les protestations indignées de quelques spectateurs qui criaient au scandale. L'inspecteur d'hôtel, assis au premier rang, encaissa le verdict comme un coup de massue. 6 mois d'enquête acharnée, des dizaines de témoignages recueillis, un dossier qu'il croyait accablant, et tout s'écroulait faute de preuves suffisamment formelles. Mais ce que d'Hôtel ne savait pas encore, c'est que cette victoire judiciaire allait paradoxalement précipiter la perte de Jeanne Weber. Car en l'acquittant, la justice française venait de libérer un monstre qui n'avait jamais été aussi dangereux. 3 ans plus tard, asile de Maréville, près de Nancy. 15 octobre 1908. Docteur Henri Collin, aliéniste en chef de l'établissement, referma le dossier médical de sa patiente la plus troublante. Jeanne Weber, internée depuis 8 mois après sa dernière tentative de meurtre sur un enfant, demeurait une énigme, même pour un spécialiste de son expérience. Depuis son acquittement retentissant de 1906, elle avait continué à tuer. À Lyon d'abord, où elle s'était fait engager comme nourrice sous le nom de Madame Meunier, puis à Commercy, où elle avait récidivé sous une nouvelle identité. Chaque fois, le même scénario. Des enfants qui mouraient mystérieusement sous sa garde, des familles éplorées qui témoignaient de sa bonté, une justice impuissante face à l'absence de preuves formelles. Mais son hubris avait fini par la perdre. En mai 1908, elle avait tenté d'étrangler le fils d'un aubergiste de Nancy en plein jour, dans une chambre où elle se croyait seule. Le père avait surgi au moment crucial, l'avait surprise en flagrant délit, et cette fois, il n'y avait plus de doute possible sur ses intentions meurtrières. Déclarée irresponsable pénalement pour cause d'aliénation mentale, elle avait été internée à vie à Maréville. Mais même enfermée, elle continuait à fasciner et à terrifier ceux qui l'approchaient. Jeanne, lui disait parfois le docteur Collin lors de leurs entretiens, « Pourquoi avez-vous fait cela? Qu'est-ce qui vous poussait à tuer ces enfants ?» Elle le regardait alors avec ses yeux bleus délavés et un sourire étrange flottait sur ses lèvres. « Docteur, murmurait-elle, vous avez des enfants? »« Oui, Jeanne, 2 petits garçons. »« Alors vous ne pourriez pas comprendre. Il faut avoir perdu le goût de la vie pour savoir combien elle est douce à prendre. » Ces paroles glaciales résumaient toute l'horreur du personnage de Jeanne Weber. Elle ne tuait pas par cupidité, par vengeance, ou même par folie au sens médical du terme. Elle tuait par une pulsion inexplicable qui lui faisait trouver dans la mort des enfants une jouissance que rien d'autre ne pouvait lui procurer. Le 2 juillet 1910, les gardiens trouvèrent Jeanne Weber pendue dans sa cellule avec des draps qu'elle avait tressés. Elle avait laissé un dernier message, griffonné sur un morceau de papier. « Je pars rejoindre mes petits anges. Ils m'attendent. » Mais ce que révéla l'autopsie fut encore plus troublant. Dans l'estomac de Jeanne Weber, on découvrit des fragments de tissu qu'elle avait avalés. L'analyse révéla qu'il s'agissait de morceaux de vêtements ayant appartenu à ces jeunes victimes. Des lambeaux de robes, de chemises, de bavoirs qu'elle avait conservés comme des trophées macabres et qu'elle avait fini par ingérer dans un ultime acte d'autodestruction. L'inspecteur d'Hôtel, vieilli prématurément par cette affaire qui l'avait hanté pendant des années, se rendit aux funérailles de Jeanne Weber. Il n'y avait que lui, le docteur Collin, et 2 gardiens de l'asile. Pas de famille, pas d'amis, pas de fleurs. Juste une tombe anonyme dans le carré réservé aux indigents du cimetière de Nancy. En regardant disparaître le cercueil de bois blanc dans la fosse, d'Hôtel repensa au petit visage qui peuplait encore ses cauchemars. Georgette et Suzanne Weber, les jumelles Bertrand, le petit Antoine Bavouzet et tous les autres. Au moins 18 enfants, selon les estimations les plus prudentes, peut-être plus si l'on comptait les crimes non élucidés. Elle a emporté ses secrets dans la tombe, murmura le docteur Collin en posant une main compatissante sur l'épaule du policier. Nous ne saurons jamais exactement combien d'innocents elle a tués, ni ce qui la poussait réellement à commettre de tels actes. D'Hôtel hocha la tête silencieusement.
Il avait consacré les meilleures années de sa carrière à traquer cette femme, à comprendre sa psychologie tordue, à empêcher qu'elle ne fasse d'autres victimes. Mais il avait l'impression d'avoir échoué. Combien d'enfants auraient pu être sauvés s'il avait agi plus vite, s'il avait trouvé des preuves plus solides lors du procès de 1906 ? En quittant le cimetière ce jour-là, l'inspecteur d'hôtel ne savait pas qu'il venait d'assister aux funérailles de l'une des premières tueuses en série de l'histoire moderne. Jeanne Weber avait ouvert la voie à une catégorie de criminels que la psychiatrie et la criminologie mettraient des décennies à comprendre et à définir. Son cas allait révolutionner l'approche policière des crimes en série. Les méthodes d'enquête développées pour la traquer, recoupement systématique des données, analyse comportementale, recherche de patterns récurrents, deviendraient la base de la criminalistique moderne. Mais par-dessus tout, l'affaire Jeanne Weber posait des questions fondamentales sur la nature humaine. Comment une femme apparemment normale, issue d'un milieu modeste, pieuse et respectable en apparence, avait-elle pu commettre des atrocités aussi systématiques ? Qu'est-ce qui transforme un être humain en prédateur capable de s'attaquer aux plus vulnérables de nos semblables ? Dans les archives de la préfecture de police, le dossier Jeanne Weber occupe encore aujourd'hui une place particulière. Non seulement parce qu'il témoigne de l'un des premiers grands succès de la police scientifique française, mais aussi parce qu'il révèle l'existence d'une forme de mal que notre société peine encore à comprendre complètement. L'ogresse de Goutte d'Or était morte, mais les questions qu'elle avait soulevées sur la nature du mal, sur les limites de la justice, sur la fragilité de l'innocence, continueraient à hanter les esprits bien longtemps après sa disparition. Et dans les quartiers populaires de Paris, les mères continuent encore aujourd'hui à serrer leurs enfants un peu plus fort contre elles quand elles entendent parler de Jeanne Weber, cette femme qui avait fait de la mort des innocents sa plus secrète et plus terrible jouissance. Car si Jeanne Weber est morte en 1910, le mal qu'elle incarnait, lui, continue de rôder dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, attendant peut-être de ressurgir sous d'autres visages, dans d'autres époques, pour frapper à nouveau l'innocence, là où elle est le plus vulnérable. L'histoire de Jeanne Weber se termine ainsi, non pas sur une note de triomphe de la justice, mais sur un avertissement solennel. Le mal peut se cacher derrière les visages les plus respectables. Et c'est notre vigilance collective qui demeure notre seule protection contre ces prédateurs qui exploitent notre confiance pour assouvir leurs pulsions les plus noires. Dans le silence de sa tombe de Nancy, Jeanne Weber garde ses derniers secrets. Mais son histoire continue de résonner comme un écho glaçant dans l'histoire criminelle française, rappelant à chaque génération qu'il faut parfois regarder au-delà des apparences pour débusquer le véritable visage du mal, œuvre de fiction inspirée d'événements réels, créée pour le divertissement pour adultes.